C'est bon. Bien. Bonjour à tous, pour ceux qui sont déjà arrivés. Et on va peut-être attendre un peu quelques minutes que les dernières connexions se fassent. Tu me donneras le go, Aloïs? Je donne peut-être encore une minute avant de démarrer. C'est beaucoup d'inscriptions. Je ne sais pas combien il y aura de connexions, mais il y a déjà pas mal de gens connectés. Peut-être en attendant déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que vous pourrez poser des questions tout au long de l'event dans l'onglet questions, comme on vous le redira dans le chat d'ailleurs, mais dans l'onglet spécifiquement dédié aux questions. Et on essaiera d'en traiter le maximum en fin de séance, quoi. Bon. Bien. Bah, Kevin, si tu On veux, peut on y va, débuter? hein. Oh, écoute, on y va. Voilà. Je te laisse peut-être introduire deux mots sur ce webinaire. Ça roule. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est consacré à la gouvernance des données catalogues produits et à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, je suis Kevin Corté, directeur commercial de MapSystem. Voilà, et moi je suis Stéphane Caillot, du cabinet Redsen, notamment qui a une offre spécialisée dans la gouvernance de données et dans la gouvernance de données produits, hein. Je suis associé fondateur du cabinet, comme d'ailleurs c'est parfaitement présenté sur le slide qui est là. C'est un peu en retard. Si tu veux bien juste passer sur le slide suivant, je vais dire un mot sur Redsen. Parce que je sais que tu as prévu de faire une petite présentation un peu plus approfondie de Maps en fin Tout de à fait. séance. Alors, je crois qu'il y a le slide d'après. Voilà, Redsen, c'est un cabinet de conseil spécialisé en transformation digitale, transformation des organisations. Dans ce contexte-là, on a toute une offre orientée data gouvernance, et le PIM est au centre de ces préoccupations-là, comme on a un certain nombre de clients de référence sur lesquels on est intervenu sur ce type de problématiques purement data PIM, organisation, gouvernance de la gestion de la donnée produit. Rexen en trois chiffres, alors ce qui n'est pas marqué là, mais c'est 36 millions d'euros. L'an dernier, 230 collaborateurs répartis sur 4 implantations à Paris, à Genève, à Lausanne et à Bruxelles. Voilà. J'en ai fini pour Rexen. Tu peux passer au slide suivant. Top, merci Stéphane. Donc, aujourd'hui, on va parler tout d'abord de la qualité des données et de l'impact sur le business de l'entreprise, sur la bonne ou la mauvaise qualité de l'information produit. On poursuivra avec l'intervention de Stéphane sur comment mettre en place une gouvernance de données efficace autour de la data produit. Je poursuivrai moi sur qu'est-ce que le cycle de vie d'une fiche produit, quelles sont les différentes étapes d'orchestration de la construction d'une fiche produit, comment l'IA permet de gagner en performance, en qualité et d'économiser en geste métier. Et on passera sur le cas Easy Parapharmacie, petit retour d'expérience sur un de nos clients Easy Parapharmacie, et on vous propose ensuite d'échanger avec les invités participants. Donc, Voilà. pourquoi la qualité des données produits aujourd'hui est un enjeu majeur? En 2025, en 2024, pardon, 175 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est la part de chiffre d'affaires que représente le monde du e-commerce en France. C'est un peu plus de 6% du PIB national. Et c'est le premier consommateur de data produits aujourd'hui. On parle de B2B, on parle de B2C, on parle de B2B, de marketplace, d'applications mobiles
et de sites de revente de seconde main, etc. Donc, toutes les plateformes aujourd'hui sont consommatrices de données produits. Ça, c'est le statut aujourd'hui et l'état sur lequel, dans le monde dans lequel on vit, avec une forte croissance aujourd'hui sur le B2B, où ces chiffres et ce canal e-commerce a été fort et explosé dans les dernières années sur le B2C, mais on voit là depuis à peu près 3-4 ans sur le B2B, on vit la même période en B2B qu'on vivait sur le B2C. Je ne sais pas si tu veux rajouter Non, quelque chose, vas-y, Stéphane. parfait. Et une mauvaise qualité des données, eh bien, c'est directement des pertes financières, des pertes de marge, de bénéfices. Il y a un impact sur l'expérience client et un impact forcément sur les ventes. Et puis, une frustration, une inefficacité opérationnelle, une frustration des équipes de faire, défaire, refaire. C'est travailler, mais c'est pas de construire dans le temps. Donc, c'est des pertes tangibles qu'on rencontre et qu'on voit chez la plupart de nos clients quand il n'y a pas une gouvernance de données, quand il n'y a pas une prise de conscience sur l'importance de la data de produit. Il y a à peu près 80% des projets d'IA aujourd'hui qui échouent euh, en raison d'une mauvaise qualité des données. On parle d'IA. L'IA, c'est un moyen, c'est un outil aujourd'hui qui permet de répondre à des cas d'usage. Et l'IA consomme l'information qu'on veut bien lui donner. Donc, lorsqu'on publie une information erronée sur sa plateforme digitale, forcément, on donne une mauvaise information au moteur d'IA actuel. Et donc, forcément, on engendre une mauvaise qualité de données, donc un mauvais enrichissement. Et, les projets qui vont tourner autour de l'IA vont forcément échouer vu que la donnée ne sera pas de qualité. Les réponses ne seront pas qualitatives. Donc, les impacts directs d'une mauvaise qualité des données, là, on vous a mis un petit échantillon de cas d'usage. Quand on a une donnée mal structurée ou pas de qualité, on va forcément impacter la navigation, impacter l'expérience client. Donc, on va se retrouver par exemple avec des facettes qui vont être erronées ou des facettes à double, 2 fois le terme rouge, donc sur lequel il faut cliquer pour retrouver le bon produit. Donc, perte de temps du compte de l'internaute, perte d'énergie. Donc, forcément, le consommateur, il va quitter le site et aller sur le site d'un concurrent. Erreur de poids. Donc là, ça impacte directement la supply chain, ça impacte les coûts de transport et ça impacte le consommateur final, un produit qui pesait 80 ou 100 kilos et à l'arrivée en fait 300, forcément, ça va impacter le consommateur final. Et ces cas d'usage-là, on les retrouve maintenant de plus en plus dans le B2B, sur le poids, sur tout ce tout ce qui impacte la logistique. La composition et ingrédients qui sont en anomalie ou qui sont faux. Donc là, l'impact est direct avec les réglementations. L'impact aussi consommateur, s'il n'y a pas l'ingrédient sur lequel il a une allergie ou où il n'y a pas une description claire du produit, le consommateur ira acheter ailleurs. Donc là, c'est une perte du repeat client. Le client n'achètera pas, ne rachètera pas sur la plateforme en question. Problématique de taille non harmonisée. Un L ou en France ou en Espagne, c'est pas un même L. Donc, en fonction de l'information et de la qualité des données, on se retrouve avec des retours produits, donc d'impacter encore une fois les bénéfices et la rentabilité de l'entreprise. Bien évidemment, on va parler de temps de mise sur le marché. La gouvernance de données permet de structurer les informations, mais aussi d'aider à enrichir plus rapidement et à mettre sur le marché beaucoup plus rapidement les fiches produits. Là, l'impact direct, c'est l'épuisement des équipes, vivre sous la pression de ne pas avoir le temps de produire de la qualité, de diffuser de l'information qui est erronée.
Et le dernier point, ça va être ce qu'on prend en exemple ici, ça va être la vision omnicanal. Je connais pas mal de retailers qui ont une offre différente, euh, pas de leur fait, entre ce qui se passe en magasin et ce qu'il y a en ligne. C'est-à-dire que il y a des produits en magasin, mais ils ne sont pas encore visibles en ligne parce que la photo n'a pas encore été prise, parce qu'une donnée technique ou une donnée autour de la fiche produit n'a pas encore été validée, approuvée, ou n'est pas encore renseignée dans un système. Et donc la fiche produit n'est pas encore publiée. Par contre, elle est en magasin et disponible. Et donc, il y a une perte d'efficience autour de l'omnicanalité. Et puis, en complément de tout ça, tout ce qu'on dit là, et qui est tout à fait vrai, est très orienté, finalement e-commerce ou en transaction en ligne, mais est transposable aussi sur toute la partie, sur tous les canaux qui sont pas online, hein. Tout à fait. En gros, un problème de qualité de données sur la donnée produit, c'est comme tu le disais, de la perte d'efficience parce que j'ai des retours, etc., quel que soit le canal. En fait, c'est de l'entrave au business, en fait, hein. Tout à fait. Et 35% des erreurs sur une fiche produit peuvent être corrigées uniquement en traitant le sujet de la gouvernance des données. Donc ça, ce sont des chiffres avérés. Et donc, pour voir comment mettre en place une gouvernance des données produits, je vais laisser Stéphane nous détailler quelles sont les différentes étapes. Parfait, merci beaucoup. Alors, déjà, en première, on va essayer de traiter pas mal de sujets en une dizaine de minutes. Donc, j'espère que je vais pas aller trop vite. Déjà, bon, d'où vient la complexité? C'est quoi les inducteurs de la complexité de la gouvernance produit? Déjà, dans un premier temps, elle est liée au produit lui-même, hein, la technicité du produit qui dépend du secteur. Et là-dedans, j'ai par rapport à une famille de produits, quoi, un secteur plutôt d'activité, je vais avoir une nomenclature de description plus ou moins complexe, plus ou moins riche, parce que qui est très lié à la technicité du produit, hein, des classifications plus ou moins complexes, des contraintes réglementaires plus ou moins importantes. J'ai aussi du nombre de références, naturellement, des nombres de références soit bas, soit très élevés, des problèmes de cycle de vie plus ou moins élaborés, plus ou moins complexes, parce que de temps en temps, j'ai des gammes, par exemple, je sais pas moi, dans l'IFI, l'électroménager, on a des gammes qui sont finalement relativement courtes avec une obsolescence très très rapide, donc il faut gérer des gammes courtes, des produits de remplacement, etc. Si on prend juste un petit exemple, bah, d'un côté, parce que j'avais un schéma tout très élaboré qui présentait tout ça, mais bon, on l'a enlevé. Mais d'un côté, j'ai la quincaillerie où je dirais le produit est ultra basique. Globalement, les vis et les clous, bah, on visse les mêmes vis et on cloue les mêmes clous depuis 150 ans. C'est pas très compliqué, il y a peu d'attributs en fait, hein. Mais par contre, on a j'ai pas d'obsolescence, mais énormément de références par opposition à, je sais pas moi, l'industrie chimique, la pharma, où là, j'ai des produits qui sont, complexes, sur lesquels l'information est, techniquement, riche et puis en plus, j'ai des contraintes des exigences réglementaires, de traçabilité et cetera, qui sont très, très élevées. Donc tous ces inducteurs-là, tout ça sont les paramètres de la complexité. Après ça, il y a 2 autres aspects que je vais détailler avec 2 autres dans les 2 slides suivants. C'est la position de l'opérateur dans la chaîne de valeur et le nombre d'acteurs qui sont impliqués. Si tu veux bien passer sur le slide suivant, je vais, je vais vous dire alors là, sur ce slide, on essaye de se dire de regarder. Bon, finalement, on part tout à fait à gauche, l'étoile qui est complètement à gauche en bas là, du schéma, malheureusement, je n'ai pas le pointeur. Mais c'est l'élaboration et la fabrication du produit. Alors, ça se passe chez l'industriel. Puis à l'autre bout, j'ai à un moment donné, ben, le produit il va être vendu. Je vais déclencher une transaction de commande, de vente, peu importe la nature, peu importe que ce soit du B2B, du B2C, enfin bref. Plus je me rapproche de la transaction, plus j'ai je dirais des suppléments de complexité qui viennent s'ajouter. Pourquoi? Parce que plus je me rapproche de la distribution finale, plus j'ai le nombre de références, plus le nombre de références augmente. Plus la, l'information que je dois manipuler, par exemple en tant que distributeur par rapport à un industriel, est riche.
je manipuler de l'information commerciale, des argumentaires de vente, des argumentaires marketing. Il faut que je manipule des contenus de plus en plus riches parce qu'il faut que je mette des visuels, de la vidéo, des PDF, des manuels d'installation, etc., 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 des modèles 3D et autres. Ensuite, en tant que distributeur, il faut aussi que je gère tous mes cycles de vie, les produits qui sont en rupture, l'actualisation de mon référentiel pour gérer les gammes courtes dont on parlait et les produits de remplacement. Et puis, évidemment, qui n'est pas du pur, qui relève pas purement du référentiel, mais qui est vraiment très très proche, je dois gérer tous les aspects tarifaires. Et quand on sait très bien que, par exemple, dans le B2B, les dimensions tarifaires, c'est vraiment excessivement complexe. Voilà, c'est beaucoup plus complexe dans le B2C. Donc, en gros, ça, si j'ai pas finalement un SI robuste, fortement intégré, c'est-à-dire avec de la communication automatisée entre les différentes briques, avec au centre de ce SI un PIM qui permet d'être un point de vérité. Et si j'ai pas des principes, une espèce de code de la route, des principes de gouvernance de la donnée, de gestion de la donnée produit clairement posés, en fait, c'est l'explosion du shadow IT, de la désorganisation, c'est les tableaux Excel les copier-coller dans les tableaux Excel qui s'échangent par mail, etc., etc. Grosse pénibilité, finalement, du travail pour les gens qui sont impliqués dans la préparation de ces données. Et c'est du travail, en plus, c'est de la pénibilité sur le travail à faible valeur ajoutée, donc il y a de l'usure des collaborateurs, en fait. Donc, en général, du turnover. Et donc, comme en plus tout ça, évidemment, n'est pas très documenté, pas très industrialisé, on a une perte d'efficience parce qu'on perd de la connaissance à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit, écoutez, c'est super, mais moi, faire du tableau Excel pendant des heures et des heures et des heures, 365 jours par an ou presque, je peux plus le faire. Et quand la personne part, il part avec le savoir-faire. Donc, ça, c'est un premier constat sur toute cette complexité. Je veux bien le slide suivant, s'il te plaît. Donc, après ça, la gestion de l'information produit, c'est potentiellement énormément d'informations de nature différente qui impliquent beaucoup d'acteurs. Déjà, on travaille, c'est une sorte pour produire, partir de la donnée brute, hein, qui est sur le schéma qu'on voit ici, tout à fait au milieu de la fleur, là, la vision fournisseur du produit, qui peut être assez rudimentaire comme information, qui va être de toute façon très, très centrée sur la technicité du produit. Après ça, il va falloir progressivement construire une vision master data du référentiel produit. Et ça, c'est la vision c'est pour servir les besoins de gestion du produit, pas simplement la vente sur un canal, mais la gestion complète du produit, des transactions, etc. Et puis, il va falloir travailler le cercle rouge, là, qui est ensuite, je vais décliner tout ou partie de ce référentiel, de ce master data de produit, en données prêtes à être diffusées sur les différents canaux. Qui sont les canaux de mon réseau. Alors, certains sont online, d'autres sont offline. Enfin, voilà. Donc, et pour faire tout ça, effectivement, on manipule, comme on l'a vu précédemment, énormément d'informations qu'il faut venir enrichir, parce qu'elles ne sont pas toutes fournies par le fournisseur, loin de là, hein, sur les argumentaires de vente, les médias, etc. Tout ce qu'on a dit, toutes les problématiques de la classification des produits, donc les catégories marketing, la classification, la structure de gamme, mais aussi les catégories marketing. Ça sous-entend qu'il y a énormément d'acteurs qui vont intervenir. Alors, on en a mis sur le slide quelques-uns. En fait, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Il y a énormément d'acteurs très différents, très variés, qui vont du chef de produit, le catégorie manager, en passant par le data manager, qui est souvent la petite main qui règle tous les problèmes que les autres ne veulent pas faire d'ailleurs, veulent pas régler, les achats, la logistique, etc., le service client, et aussi des acteurs qui sont externes à l'organisation, notamment des opérateurs fournisseurs de données externes ou
et bien sûr toujours le fournisseur. Donc tout ça, ça fait qu'il y a une bonne complexité de gestion pour gérer correctement et garantir la bonne qualité de la donnée. Voilà. Si tu veux bien passer sur le slide suivant. Je voulais juste dire que finalement, poser une gouvernance, ça repose sur quatre choses, hein. Une cartographie des données, des processus clairs de gestion, des processus de contrôle et un SI qui tienne la route. Alors, on va aller direct sur le slide suivant. Euh, Déjà, première chose, la cartographie, c'est le dictionnaire, c'est la boussole. Si vous n'avez pas ça, hein, c'est-à-dire que si on n'a pas un point central dans lequel je définis, bon, évidemment, je donne une définition sémantique des informations que je manipule, c'est le minimum, mais que je sois capable de savoir qui est le data owner, je veux savoir qui sont les contributeurs qui apportent, qui renseignent quoi comme information. Le propriétaire, lui, il est responsable de la véracité de l'information qui va être diffusée. Mais ce n'est pas forcément lui qui crée l'information. Quelles sont les sources de données internes, externes, et quels sont les points de consommation de l'information, notamment dans le SI. Si je n'ai pas cette espèce de référentiel, en fait, je peux pas asseoir ma gouvernance. Donc ça, c'est la première brique. Vas-y, hop, deuxième slide. Le deuxième chose, et alors évidemment, on pourrait faire tout un séminaire uniquement là-dessus, c'est la clarification des processus. Alors là, de manière très très macro sur ce slide, on a essayé de reprendre la petite illustration avec la petite fleur, mais il faut comprendre que c'est une espèce c'est un système de raffinerie qui part de la donnée brute qui arrive de chez le fournisseur, puis progressivement on va l'enrichir. On va l'enrichir sur les différents pétales de la fleur, là, jusqu'à avoir d'abord une vision master et un master data, et ensuite une vision catalogue de vente, une vision vente, on va dire. Et puis après ça, il ne faut pas oublier, il faut aussi gérer le quotidien, les tarifs et les actualisations, les promotions, etc. En parallèle de ça, on a un process de gouvernance. C'est-à-dire que, et là on aura l'occasion d'en reparler, mais il faut faire du contrôle qualité et il faut organiser le contrôle qualité comme une activité récurrente de l'entreprise. Euh, je pense que tu vas pouvoir passer sur le slide d'après. Contrôle Euh, qualité pour des faire, données. ouais, pour faire le contrôle qualité de la donnée, globalement, alors c'est pareil, on va en discuter un petit peu avec Kevin par la suite, mais globalement, ce qu'on veut vérifier, c'est la fraîcheur, être certain que j'ai la donnée, de l'information produit de qualité fraîche, et éventuellement aussi les tarifs, notamment des trucs basico-basiques, mais par exemple, quand un fournisseur met en place une campagne, quoi, une promo sur un produit, il faut s'assurer que je sois capable de descendre la promo dans mon réseau, par exemple, avant que la promo soit finie. Si j'ai des temps de traitement qui sont énormes, j'ai un vrai problème, quoi. Donc, la fraîcheur de l'information, la complétude et la cohérence des attributs, forcément, la pertinence de la catégorisation ou des catégorisations produits, ça c'est essentiel, notamment, tout à l'heure on parlait de recherche à facettes, etc., c'est essentiel. Tout ce qui est gestion du cycle de vie des doublons, et puis l'enrichissement des assets digitaux, tous les contenus riches dont on parlait tout à l'heure, tout ça, il va falloir contrôler que ça existe, que ce sont les bons, c'est-à-dire que c'est le bon visuel en face du bon produit, etc., etc. Voilà. Une dimension, Stéphane, que nous, chez MapSystem, on voit presque depuis la naissance de l'entreprise et ce qui a fait lancer un bon nombre de projets, c'est la complétude et la cohérence des données produits sur les données réglementaires, qui Ouais. sont à la fois le cas chez les industriels, mais aussi chez les distributeurs. Le sujet du réglementaire, il touche tout le monde, toute la chaîne Mm. que tu as décrit tout Oui, à l'heure. oui. Ouais, absolument, absolument. Et C'est ça un des dépend de éléments certains secteurs. déclencheurs. Il y a certains secteurs dans lesquels la pression réglementaire est très, très forte. En tout cas, pour réussir tout ça, il est essentiel d'avoir un bon SI relativement robuste. Alors évidemment, le PIM, le MDM PIM tient une place centrale. euh, Parce que à gauche, vous voyez ici, j'ai les différents fournisseurs de données qui sont externes. Alors pourquoi pas un portail fournisseur, mais en général des flux qui arrivent de différentes manières
Parfois, c'est des fichiers PDF, des catalogues PDF, mais parfois, c'est aussi des flux structurés qui arrivent des part des fournisseurs ou des opérateurs externes. Ici, j'ai mis GDSL, mais j'aurais pu en mettre d'autres. C'est pas le problème, c'est des gens qui nous fournissent finalement de la donnée brute. Après ça, et d'ailleurs, c'est là où on voit, donc dans le SaaS d'intégration, là, on voit un premier rapport qu'on va illustrer tout à l'heure d'apport de l'IA. Parce qu'il y a, pour faire de la complétude d'attributs, pour améliorer de la fiche produit, pour améliorer du SEO si on est dans, dans du e-commerce, etc., etc. L'IA a pas mal d'apports, mais je laisse largement avec plaisir Kevin nous expliquer tout ça tout à l'heure. Après ça, forcément, une fois qu'on a toutes ces informations structurées, elles servent à la fois à irriguer le SI, le système de gestion de l'entreprise, hein, c'est la partie en haut, là, voilà, et puis tous les canaux de distribution. Et là, c'est vraiment la pure fonction stricto sensu du PIM, qui est d'aller préparer de l'information pour soutenir la transaction, en fait, dans les différents canaux. Là où on va retrouver aussi pas mal d'IA, c'est dans toute la partie en base. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des processus de contrôle qualité qu'on va redétailler derrière, mais ça sous-entend d'avoir des outils pour pouvoir faire ce contrôle et d'avoir d'ailleurs une comitologie claire pour suivre la qualité des données produits, hein. Si on ne surveille pas, il n'y a aucune chance que ça se passe bien, en fait. Et là, on a aussi des apports de l'IA parce que on a les agents IA nous permettent d'être de plus en plus performants dans la détection des problèmes et dans l'administration en fait de grosses campagnes de redressement de données, de stock de données, comme on fait pas mal en ce moment. D'ailleurs, on a pas mal de références dans la distribution pour l'essentiel où on retravaille tout ça. Donc, moi, j'en ai fini sur notre partie. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Sachez qu'on a quand même l'habitude de faire d'adresser ces sujets de gouvernance à tel point qu'on en a même créé un référentiel de bonnes pratiques et de maturité des principes de la gouvernance de l'information produit qui nous permet d'ailleurs de faire des diagnostics flash en fait assez rapides en utilisant ce référentiel de bonnes pratiques et savoir comment se positionnent les organisations les unes par rapport aux autres vis-à-vis de ça. Voilà, j'ai essayé de faire au plus vite. J'ai légèrement débordé. À toi de jouer, Kevin. Merci Stéphane. Donc le cycle de vie d'une fiche produit, d'un point de vue de ce qu'on voit chez MapSystem. Donc, essayer de le synthétiser en 8 étapes et de mettre en exergue là où l'IA peut venir tout ou partie venir œuvrer en complément du métier. Donc la première étape, une fois qu'au préalable on a posé une gouvernance des données, le point de départ, c'est la collecte des données. Donc, au travers de différentes sources, au travers de l'IA, au travail d'un portail fournisseur, on va pouvoir collecter, récupérer les données produits pour les centraliser dans un point unique. Donc, là, centraliser dans un point unique sont les données produits, les données de référence, les images et tout ce qui va tourner autour de l'information produit. Ensuite, l'étape suivante, ça va être d'enrichir. Donc là, l'enrichissement peut se faire dans une application, dans Maps directement, dans notre solution, ou l'enrichissement peut se faire au travers de sources de données externes ou également au travers de l'IA. Le contrôle également des données va être opéré dans la solution. Donc, combien j'ai de photos par produit? J'ai besoin de minimum 5 photos pour être bon sur le canal digital. J'ai besoin de telle et telle information pour être bon sur les marketplaces. J'ai besoin de telle information pour être bon sur mon réseau physique. Je suis industriel et j'ai besoin de toutes ces informations pour alimenter mes distributeurs. Donc ça, ce sont des contrôles de complétude et contrôle qualité qu'on va pouvoir orchestrer dans notre solution. Également, au travers de l'IA, on va pouvoir faire raisonner autour d'une fiche produit, c'est-à-dire autour d'une image. Si la photo, le pull est rouge et que dans la description, c'est écrit bleu, le système va pouvoir loguer et nous dire attention, telle fiche est en anomalie parce que la photo, le pull, il est bleu et le contenu n'est pas cohérent.
On va pouvoir bien évidemment alerter, donc alerter les utilisateurs, les équipes, les managers sur le niveau de complétude et les potentielles anomalies. Bien évidemment, une fois qu'on a alerté, on va pouvoir redresser, corriger. Et là, encore une fois, l'IA va pouvoir venir redresser, corriger un certain nombre d'informations, suivant ce qu'on a décidé en termes de gouvernance de données. Quel est le poids qu'on donne aussi à l'IA? Ça, c'est un des sujets qu'on va retrouver dans la gouvernance de données. L'IA est une source d'information, mais ce n'est pas un humain. Donc, cette source, elle passe forcément au travers de workflows de validation, d'approbation et potentiellement de correction. Ensuite, on va parler de validation ou validation de diffusion des fiches en fonction des canaux. Et ensuite, la diffusion, donc d'adapter les contenus, les formats et toute autre information pour les différents canaux. Donc, si on fait un focus maintenant sur comment l'IA, l'intelligence artificielle, permet de gagner en performance, on va essayer de regrouper en deux groupes, autour de la data et autour des médias, ce qui touche tout ou partie à l'intelligence artificielle. Donc, on va retrouver la première étape, voilà, les bénéfices que va être le peuplement, donc la collecte de données depuis différentes sources. L'IA va permettre d'aller collecter, scraper, récupérer au travers d'une URL ou de ce qu'on a sur ChatGPT, Gemini ou toute autre solution, de récupérer des informations produits, de pouvoir ensuite raisonner, appliquer un raisonnement. Donc ça, les bénéfices, c'est toujours gagner du temps de cerveau et du temps humain au bénéfice de création de valeur autour de la fiche produit. Donc là, le raisonnement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est contrôler l'incohérence qu'on peut avoir entre le poids d'un produit, la colorisation, des incohérences techniques qu'on peut avoir autour d'un produit. Je prends l'exemple du poids. Imaginons on a une fiche produit qui a un pot de yaourt Skyr dans notre catalogue produit. Sauf que le pot de yaourt Skyr, il est de 100 grammes normalement, mais là, c'est écrit 100 kilogrammes. Donc là, le raisonnement va permettre de taguer, flaguer automatiquement la fiche comme une fiche potentiellement en anomalie. Il y a un des autres bénéfices, ça va être l'enrichissement pour les différentes audiences, les différents canaux, B2B, B2C, professionnels, particuliers, CSP+, pour les marketplaces, pour les vendeurs. L'audience, une fiche produit, peut produire un contenu qui va être à destination du vendeur en magasin. On va retrouver la traduction, donc l'automatisation des traductions dans les différentes langues et pour les différents pays. Donc là, la source peut être de l'anglais, on peut traduire en français dans les différentes langues, comme la source peut être le français et traduire en anglais et dans les autres langues de l'entreprise. Donc là, ce sont des cas d'usage qu'on rencontre beaucoup chez les industriels aujourd'hui. Les industriels doivent faire du PIM-to-PIM avec les distributeurs. Ils doivent mettre à disposition la data produit, les données traduites en fonction de leur audience. Ça, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'apporte de manière très concrète et rapide l'IA autour d'une solution comme la nôtre. Le marketing augmenté, donc là, c'est quels sont les gestes marketing sur lesquels l'IA va permettre de faire gagner du temps. On parle de produire des contenus orientés SEO, produire des contenus orientés autour de l'expérience client, d'analyser et d'en faire une synthèse sur les avis clients pour enrichir la fiche produit. Souvent, les avis clients sont sous-exploités, sont exploités pour la notoriété des entreprises et des produits, mais pas exploités pour la promotion des produits et voir également comment on peut améliorer son produit ou le contenu de sa fiche produit pour être meilleur sur la vente et le pitch autour des produits. Donc aussi alimenter les commerciaux. Et ensuite, c'est simplifier l'enrichissement, le contrôle. Ça passe par exemple, un de nos clients, Saint-Maclou, ils utilisent l'IA pour, au travers de fiches réglementaires PDF qui leur est fournies par leur fournisseur, d'enrichir des données techniques et des numéros de référence standardisés dans le PIM. C'est-à-dire, ils déposent un document, l'IA
scrape le document, prend la donnée et enrichit la fiche produit. On le verra tout à l'heure, Easy Parapharmacie enrichit également les fiches produits en océrisant les étiquettes et en interprétant l'océrisation sur la contenance, le laboratoire, le produit, les ingrédients, etc. Ça s'applique dans pas mal de cas d'usage. Ensuite, autour de l'image. Bien souvent, on parle de data produit, de gouvernance, mais le sujet des images, il est souvent mis de côté. Sauf sur les chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure sur la part du PIB et les transactions e-commerce en France, on n'achète pas un produit en ligne sans voir une photo. Aujourd'hui, il faut 3, 4, 5, voire 8 photos, ça dépend des typologies de produits. Donc, ce qui est important, c'est la cohérence, la collecte, la cohérence et l'homogénéisation des images. Donc là, les entreprises s'équipent et se mettent en place ce qu'on appelle une forme de gouvernance autour des images, qui sont des chartes photos qu'ils donnent à leurs fournisseurs pour récupérer les images dans certains formats. Maps et l'IA autour de Map System va permettre de taguer automatiquement les images. Donc taguer, générer des tags, des mots-clés sur des terminologies que l'industriel ou le retailer n'avait même pas pensé, donc qui vont aider à enrichir mieux la photo, retrouver la photo plus facilement par les équipes marketing de l'entreprise et aussi forcément d'enrichir la fiche produit au travers des images. La deuxième, ça va être l'homogénéisation des images. Au travers de l'IA, dans notre produit, on peut homogénéiser, détourer, redimensionner et renommer automatiquement les images. Je rencontre pas mal de retailers qui ont des marketplaces. Donc là, on adresse l'1P et le 3P. Et donc, ils posent une gouvernance pour le 1P et le 3P. Donc, les produits vendus par le retailer lui-même et ceux vendus au travers de la marketplace. Et là, il y a bien souvent des incohérences sur l'homogénéisation des images. On arrive facilement à faire la différence entre une photo vendue par le retailer et une photo vendue par un vendeur de la marketplace. Ce qui fait que l'expérience, elle n'est pas commune, elle n'est pas cohérente. Et ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les facettes, c'est la même chose. On parle d'image, mais aussi sur les facettes. Donc là, c'est l'IA, qu'est-ce qu'apporte l'IA autour des images sur l'homogénéisation. Ensuite, j'en parlais il y a quelques minutes sur l'extraction, d'interpréter, extraire, récupérer tout partie des informations qui sont sur les images, de contextualiser les prompts pour une photo d'une personne en maillot de bain sur une bouée à la piscine et venir décrire le maillot de bain et pas la photo dans son ensemble. Ce que ferait le métier avec le produit dans la main quelque part. Et comment aider les équipes retail, les équipes métiers à décrire un produit et ensuite venir en approbation ou venir professionnaliser, personnaliser la fiche produit avec la touche humaine. C'est ce que va apporter l'IA autour des images. Quelques mots autour de Map System. Donc Map System, l'acronyme MAPS, Master Data, les données de référence. Aujourd'hui, la gouvernance des données produits, elle passe pas uniquement au travers d'une fiche produit, mais de tout un ensemble de référentiels qui gravitent autour. On parle de référentiels fournisseurs, référentiels de magasins, référentiels d'opérations commerciales, référentiels de distributeurs. Et donc, que ce soit un industriel ou un distributeur, j'ai tout ou partie de ce que je viens de décrire qui sont des référentiels que je gère dans des systèmes différents, dans des tableaux Excel, que je gère dans le back-office de ma plateforme digitale. Et donc, l'idée, c'est, au travers de MapSystem, d'avoir une solution unique qui orchestre différents référentiels, les différents référentiels, et dont ceux qui sont nécessaires pour l'activité globale de l'entreprise. On est souvent le troisième pilier du système d'information des entreprises. Et deuxième sujet, ça va être les assets, les images, le point de vérité sur les images. Ça vient remplacer le FTP que j'ouvre pour mes distributeurs. Ça vient remplacer le NAS et le serveur réseau que j'ai chez moi. Ça vient remplacer tous les répertoires que je mets à disposition à mes fournisseurs et que j'ai sur mon poste pour centraliser les images. La vocation première d'Adam, c'est centraliser et d'être, d'un point de vue patrimonial, le point de vérité autour des images. Et donc, qu'importe le format, on va pouvoir stocker tout type de format dans la solution et les rattacher à ce que j'ai dit précédemment, les données de référence, donc des photos de magasins, des photos produits,
des logos, des pictos de fournisseurs et tout autre média qui sont propres ou pas à des produits. Je prends un exemple, chez un gros distributeur dans le monde de l'aménagement de la maison, on stocke aussi dans le DAM des photos de réalisation chez des clients, qui ne sont pas forcément liées à un produit lui-même, mais qui sont liées à plusieurs produits et qui sont peut-être des photos de chantier. Donc ça, c'est la vocation et la partie DAM de MapSystem. Dans la partie PIM, là, on va pouvoir venir spécialiser les produits en fonction des familles de produits. Donc un pot de moutarde, un téléviseur, une visseuse, perceuse, les caractéristiques vont être différentes. Donc là, on va pouvoir, dans MapSystem, orchestrer toutes ces fonctionnalités avec l'appui des fonctionnalités du master data. Donc sur des enrichissements de lots, sur l'intégration rapide de matrices provenant de fournisseurs ou différentes sources. Et le dernier point, ça va être la syndication. À partir de MapSystem, je vais pouvoir collecter de différentes sources, mesurer la complétude de mes données en fonction du consommateur de l'audience où je vais diffuser l'information, et ensuite diffuser l'information sur les marketplaces, les canaux offline, online, catalogue papier, tout canal qui consomme de la donnée produit, tout canal va passer par MapSystem. Et donc, notre solution, elle est utilisée voilà, par un peu plus de 80 clients, dont vous avez un certain nombre de références. On a Lidl Monde, Métro France, Kiloutou, Delta d'Or, Eminence. Tous les secteurs sont impactés. On a le monde également du tourisme qui utilise notre solution. Alors peut-être juste avant que tu passes là, parce que je vois des questions, il y a une question qui nous est posée et qui dit, bon, finalement, si l'IA enrichit les fiches de produits d'un fournisseur, mais qui est responsable en fait en cas de litige? Alors, C'est une bonne question ça, tu vois? tout à fait. La responsabilité, elle est. Donc, si je me positionne comme un industriel et l'IA enrichit ma fiche produit, ça reste l'industriel le responsable. C'est l'industriel qui va être responsable de l'information qu'il diffuse. Et le distributeur, c'est également lui qui est responsable de l'information qu'il diffuse. C'est pour ça que cette logique de ce que tu décrivais parfaitement bien tout à l'heure, Stéphane, de gouvernance, d'approbation, de processus de validation, est essentielle. Aujourd'hui, la plupart, il y a pas mal pour bien connaître le sujet autour de la qualité de la donnée et de l'IA au travers de MapSystem, il y a des tas de cas d'usage où l'IA ne marche pas encore, où la qualité de la donnée, elle n'est pas encore au rendez-vous. Et donc, c'est aussi au travers d'outils comme MapSystem où nous, à terme, on sera source d'informations fiables pour alimenter les outils d'IA. C'est ça la vocation qu'a un master data. Par contre, Et, pour répondre de manière précise, la responsabilité reste soit à l'industriel, si c'est lui qui diffuse sur sa plateforme digitale, soit au distributeur, si c'est lui qui diffuse. La responsabilité ne peut pas être substituée à l'IA. Il y a une autre question qui est un peu connexe, qui dit, mais quid de la confidentialité sur mes produits finalement si j'utilise des moteurs d'IA pour enrichir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément, je donne de l'information. Cette information, est-ce qu'elle peut être réutilisée finalement, pourquoi pas par la concurrence? Alors, la question est orientée sur ChatGPT. Moi, je peux donner un premier élément de réponse, c'est que si vous faites un preset bien particulier, qui est donc un container finalement qui est réservé uniquement à vous, les données ne sont pas partagées. C'est-à-dire que si vous chargez dans le preset, je sais pas moi, des fiches de paye à l'extérieur, je peux pas en utilisant ChatGPT depuis l'extérieur, je peux pas connaître, je peux pas récupérer les informations. Ça, c'est un premier niveau de réponse, mais tu as peut-être une réponse complémentaire. Alors, chez MapSystem, nous, on est agnostique avec les LLM et outils d'IA, ChatGPT, Gemini, Copilot et autres. Donc, dans MapSystem, on utilise le token et le compte du client. C'est-à-dire, c'est le compte du client, le container du client, ce que tu décrivais, Stéphane. Donc, cette étanchéité des informations et de partage d'informations, elle est parfaitement prise en compte et sécurisée. On peut également utiliser d'autres systèmes LLM, mais qui vont être des systèmes open source sur lesquels
voilà, des entreprises peuvent installer leur propre IA, leur propre plateforme sur leur système d'information et venir utiliser leur propre moteur d'apprentissage. Voilà, c'est les possibilités qu'on a avec notre solution. Voilà, ok. Donc, en synthèse, c'est Vas-y, tu le, peux y aller. c'est le compte et le token de l'annonceur, en tout cas de l'entreprise, sur son compte avec ses presets et ses préconfigurations. On ne diffuse pas les informations d'un point de vue public. D'accord. Merci. Bon, bah, tu peux faire prendre la suite, je pense. À présent, on va faire un petit deep dive on rentrer un petit peu en profondeur sur l'étude de cas Easy Parapharmacie. Donc Easy Parapharmacie est client depuis presque 5 ans et demi, presque 6 ans, qui ont un map system. Easy Parapharmacie, c'est le deuxième site de parapharmacie en France. Il disposait de Magento 1 avant de lancer un projet de MDM Pindam. Ici, Parapharmacie, c'est 26 000 produits, à peu près 1000 marques qui sont partenaires, un peu plus de 70 collaborateurs, 4 sites e-commerce localisés par marché et un petit peu moins de 50 millions d'euros uniquement en ligne. Ils ont également développé une deuxième enseigne qui est autour du monde des coiffeurs, mais que je ne détaillerai pas ici. Leur technologie à date est sur Magento 2. Donc à l'époque, ils utilisaient Magento 1 comme un PIM. Donc les équipes produisaient des fiches Excel et ils importaient des fiches Excel dans Magento. En s'équipant de Map System, l'idée c'était de centraliser toutes les informations produits, d'avoir un référentiel produit unique en amont de Magento pouvoir être quelque part déconnecté du CMS e-commerce qui allait être choisi. Là, c'est Magento 2, demain, c'est Shopify ou une autre plateforme potentiellement B2B, parce que Easy Parapharmacie font aussi du B2B. Parallèlement, diffuser sur différents autres canaux, Amazon, TikTok Shop, d'autres marketplaces. Donc là, vous avez une vue, un aperçu de notre solution dans lequel on va pouvoir voir par exemple la complétude des fiches produits et avoir des écrans qui vont s'adapter aux catégories managers, aux équipes, ce que décrivait tout à l'heure Stéphane. Les challenges qu'a rencontré Easy Parapharmacie sont tout d'abord un manque de structure des données produits. Le point de départ, c'est dans Magento, il n'y a que la personne qui avait, qui était portée par l'IT, qui avait configuré Magento, qui était capable de venir faire vivre le modèle de données et également de connaître parfaitement le modèle de données. Donc il y avait une forme d'entonnoir sur embarquer des nouvelles marques, embarquer des nouveaux fournisseurs, parce que qui dit nouvelle marque, nouveaux fournisseurs, dit nouvelle typologie de produits, dit créer des nouveaux champs, des facettes, etc. Donc les gestes métiers autour de la structuration des données étaient assez importants chez EasyPara. Il y a une perte de temps, bien évidemment, sur la création des fiches. On passe d'un fournisseur qui donne 3 fois pas grand-chose. Il y avait 15-20% des fournisseurs qui donnaient des matrices structurées, mais 80 qui ne donnaient pas grand-chose. Donc, qui donnaient à part des photos, c'est les équipes qui reproduisaient le contenu des fiches à la main. Donc, clairement une perte de temps sur la création des fiches. Lenteur sur la plateforme e-commerce, fait travailler dans le back-office du CMS e-commerce, provoquer bien évidemment des lenteurs sur la plateforme. Donc ça, c'est pas une bonne pratique d'aller travailler dans le back-office de sa plateforme e-commerce, et d'utiliser comme un PIM, disposer de données peu fiables, vu qu'elles étaient toutes saisies manuellement par les équipes marketing et métiers. Le temps de mise sur le marché était beaucoup trop long par rapport à la concurrence. On est sur un secteur où on doit être le premier à embarquer telle marque qui est un peu hype et qui est en vogue, et d'être le premier à l'avoir sur sa plateforme. Et donc, les difficultés que rencontrait Easy Parapharmacie, c'est que sur certaines marques, comme la création de fiches était beaucoup trop
étaient beaucoup trop chronophages, c'était pas les premiers. Et ils avaient un besoin important, qui s'est fait sentir juste après Covid, d'industrialiser encore plus fortement leur diffusion multicanale. Donc les bénéfices apportés par MapSystem, c'était tout d'abord de centraliser et de structurer. Point de départ d'un projet PIM, MDM, DAM, c'est dire c'est quoi une fiche article, structurer l'information et de voir c'est quoi les cases à remplir et où je suis capable de, voilà, où le fournisseur me donne les informations et où moi, quels vont être mes gestes métiers sur lesquels je vais devoir œuvrer. Et à présent, comment l'IA va venir remplir les cases vides ou comment l'IA va m'aider à remplir les cases que je remplissais avant et quel est le processus de validation que je peux mettre en place autour de ça. D'automatiser des règles de contrôle qualité, ce que je décrivais tout à l'heure sur le poids, sur les couleurs, mais on va faire une journée juste autour des règles contrôle qualité. Gérer les médias, donc gérer les médias, restituer les routines beauté, d'avoir vraiment tout le package visuel et marketing des différentes marques autour de la fiche produit, de maîtriser. Ils ont pu avoir et mettre en place une gouvernance des données et être en maîtrise de cette gouvernance. Et puis d'adresser assez facilement le sujet d'internationalisation, traduction et gestion du multilingue. Ils sont ils sont en 4 langues, France, Italie, Espagne et anglais. Les résultats obtenus, donc de manière très concrète, ils produisent les fiches 5 fois plus vite. Ils ont embarqué 60% de marques en plus, avec effectif constant. Ils ont plus de 100 règles de contrôle qualité. Donc, ils ont mis en place tout un ensemble de contrôle qualité pour vérifier et mesurer la complétude et la qualité des informations. Il y a une intégration fluide avec le CMS e-commerce, une nouvelle caractéristique créée dans le système Maps, enrichi par un fournisseur et créée automatiquement dans Magento 2 comme une facette, donc ce qui permet de limiter les gestes métiers. Et puis, d'un point de vue très concret, ça leur a ouvert la possibilité d'ouvrir dans d'autres pays beaucoup plus facilement et d'accélérer l'ouverture sur le. Donc, ce qu'il faut retenir, voilà, Stéphane, en conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous décrire là sur la gouvernance avant de conclure autour de l'IA? Et l'important, c'est effectivement de caler, je vous dis, de caler les process, d'avoir ce référentiel de cette espèce de boussole dont je vous parlais tout à l'heure, là, pour savoir quelles sont les règles de propriété, de contrôle, qui sont les contributeurs, les points de consommation, etc. Ça, c'est indispensable. Il faut avoir une solution et c'est là où Maps est très très intéressant parce qu'au-delà de simplement, c'est pas simplement un PIM, c'est aussi ça développe toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire un MDM, un vrai MDM complet et la capacité à soutenir les process en automatisant des workflows. Et ça, il y a énormément d'interventions, on l'a vu, il y a des acteurs partout en fait. Euh, c'est une organisation quasi militaire, c'est de la taylorisation, hein, traiter, c'est de l'organisation scientifique du travail, traiter un référentiel produit. Donc, il faut que la solution soutienne l'automatisation de ces process. Et ça, Maps le fait très bien. Et puis, voilà quoi. Et après ça, je te laisse compléter ce que tu veux dire de ton côté, quoi. Moi, je rejoins tes propos, Stéphane. Ce qui est important, c'est la baseline de Maps, c'est your data, your well, your growth. C'est vos données, vos manières de les gérer. Donc, comment on adapte le process et comment on configure la solution pour qu'elle s'adapte au processus de l'entreprise et au bon processus de l'entreprise. Et your growth, c'est votre croissance. Donc, un processus établi à date, il doit vivre dans le temps, il doit vivre avec la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, sur pas mal de nos clients, ce qu'on peut conclure, c'est que voilà, il y a toute une partie de clients qui, avant l'IA, avaient défini un modèle de données et
avait 10-15% pardon, de cases vides. Les cases vides, c'est on a défini un modèle de données et le champ est vide. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps d'aller enrichir la donnée, je n'ai pas le temps d'aller adapter les contenus en fonction des canaux. C'est beau sur le papier, mais est-ce qu'on a le temps concrètement? Est-ce qu'on a le temps avec le bon niveau de rentabilité? L'IA aujourd'hui, elle permet de faire économiser en geste métier les équipes et de venir remplir les cases vides et rend possible des tas de projets qui n'étaient pas possibles sans l'IA. Donc c'est ce qu'apporte concrètement, comme on a pu le voir sur la slide, sur les différentes étapes de ce que permet de faire l'IA. Et d'aider, par exemple, sur le raisonnement et le contrôle sur les fiches produits. Ce que l'on, en termes de projection, ce qu'on est aussi en train de faire chez MapSystem, c'est aussi de travailler, d'essayer de piloter le modèle de données au travers de l'IA. On a des cas d'usage et d'époque sur lesquels je viens créer une taxonomie, une famille, et le système viendrait créer des jeux d'attributs et des attributs, typiquement sur une famille de produits, faire gagner Ah oui. en réflexion sur qu'est-ce que les champs qui vont décrire un téléphone portable, un téléviseur ou une paire ou des skis. Voilà. Et donc, concrètement, ce référentiel, à la fin, ça devient le point de vérité et le socle commun de toutes vos données. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que c'est pas parce que l'IA va être, un- on va dire, un accélérateur, un assistant pour essayer de faire baisser un peu la pénibilité de tout un ensemble de tâches très répétitives qu'on a évoqué un peu avant. Maintenant, c'est la qualité de vos données produits, elle va dépendre des principes de gouvernance que vous allez poser et du fait qu'il y ait ces principes, donc les process, l'organisation, qu'il y a une comitologie qui surveille la qualité des données et tout ça, ce soit complètement descendu sur tous les acteurs. Voilà. Et organisation, data owner, product owner, etc., etc. Voilà, alors on a pris quelques questions au passage. Il y avait beaucoup d'actualités hein, dans ce qu'on voulait dire. C'est pour ça qu'on avait prévu 1 heure. On arrive pratiquement à la fin de l'heure. On peut prendre, s'il y a quelques questions qui arrivent, on peut les prendre encore, peut-être en prendre encore une. Euh, Sinon, je pense qu'on doit pouvoir clôturer. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Je vois quelqu'un tape. Je crois qu'il y a des questions en cours. Donc, question, je vois rien. Et donc, un chat, peut-être, ouais. Bien sûr, on va vous partager la présentation. Elle va être partagée et diffusée. Également, pour ceux qui veulent approfondir les échanges, on est à votre disposition pour vous présenter et vous faire une petite démonstration aussi de notre solution. Voilà, je pense qu'on peut. Ouais, exactement. Ensuite à donner, il y a évidemment des démos, des illustrations plus concrètes qu'on peut faire autour de la solution. Il y a aussi la possibilité de faire assez facilement une sorte d'audit flash de la gestion de l'information produite au sein de votre organisation. Enfin bref, il y a plein de possibilités. On ne manquera pas d'en parler après ce séminaire. Parfait. En tout cas, merci Stéphane pour Merci à toi. ton intervention plus que qualitative. Et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et puis à bientôt. Parfait, merci beaucoup à tous. Au revoir.